Allez, je propose qu'on commence. Ça va faire venir les retardataires. Donc, bonjour à ceux qui sont devant leur écran. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Éric Pirel. Je suis un des cofondateurs de la Felcon à Grenoble. Et alors, en deux mots, qu'est-ce que c'est qu'une Felcon hein, pour lancer cet événement? Une Felcon, c'est une conférence où on raconte comment on s'est planté et ce qu'on en a appris. Donc, c'est le contraire des conférences habituelles où on raconte comment on est trop beau, trop fort et qu'on a tout réussi. On l'a tous fait, ça. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'on va entendre, c'est un témoignage d'échec. Et on a lancé à Grenoble, on existe depuis 2014, on fait des conférences régulièrement. Et ces derniers temps, on a plutôt fait des conférences en format digital. Et donc là, on a lancé pour 3 lundis de suite ce qu'on appelle les Fail Monday. Les Fail Monday, c'est 30 minutes d'intervention avec un binôme de personnes qui ont connu un échec, soit des cofondateurs, soit un fondateur, un investisseur, soit des porteurs de projets qui ont pas pu lancer leur projet. C'est ce qu'on va avoir pendant ces 3 lundis, 31 mai, 7 juin et 14 juin, 18h30, 19h30. Donc 30 minutes de présentation et 30 minutes de networking qui se passeront dans l'application d'Europin dans laquelle nous sommes, hein, via la petite interface réseautage que vous avez à gauche de votre écran. Je reviendrai sur scène pour vous expliquer comment ça marche après les témoignages. Et donc, ce soir, pour le premier Fail Monday, on a un binôme de cofondateurs, Victor et Grégoire, qui nous raconteront l'histoire de leur entreprise Mans. Et c'est Samuel qui va les interviewer. Deux, trois encore détails sur comment va fonctionner la soirée. Les questions, on vous propose de les poser dans le chat. Et on y répond dans le chat en live entre deux interventions. S'il y a des questions qui n'ont pas été répondues, on y répondra face caméra en fin de session après l'interview. On ne fait pas monter sur scène les attendees, hein, le public, avec l'outil qu'on utilise. C'est vraiment une diffusion en mode webinar. Comme je l'ai dit, après les questions-réponses, donc à la fin de l'intervention, on passe en mode réseautage, je viendrai vous expliquer. Et puis, dernier petit commentaire, donc le modèle économique de la Felcon, c'est que les événements sont entièrement gratuits. On a des sponsors de temps en temps. Cette année, on n'en a pas. En tout cas, pour les Fail Monday, on n'a pas de sponsor. Donc, si certains d'entre vous trouvent que c'est vachement bien et qu'il faut soutenir l'équipe de jeux bénévoles qui organise la Felcon, on a une cagnotte virtuelle en ligne et Ariana, qui est notre grande trésorière, gardienne des sous, va vous mettre le lien dans le chat pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, faire une petite obole à notre association désargentée. Voilà, c'était la minute nécessaire mais suffisante sur le modèle éco. Donc, une fois qu'on a dit ça, Ariana, je te laisse mettre le lien dans le chat de la scène. Donc, une fois qu'on a dit ça, je vais moi couper ma caméra, donc je vais sortir de scène et je vous laisse avec Samuel, Victor et Grégoire pour le témoignage de ce soir sur leur échec et surtout sur tout ce qu'ils en ont appris. Merci et à tout à l'heure. Merci Eric pour cette intro qui était superbe. Je tiens à remercier. Moi, je suis Samuel, du coup, bénévole de la Felcon. Depuis 2 ans maintenant, je fais partie de cette association que je trouve extraordinaire pour la capacité d'attirer des intervenants de qualité qui ont envie de raconter, de témoigner de leur expérience comme ce qu'on a ce soir. Donc, effectivement, je suis ravi d'accueillir le public et aussi Victor et Grégoire avec nous, qui, comme Eric disait, on était deux associés dans l'aventure de Mans, Music as a New Sense. Et du coup, je vous dis bienvenue à tous les deux. Bienvenue, merci. Hello, hello. Alors d'abord, moi je vous propose de partir effectivement de savoir un peu quel a été votre parcours, votre formation, un peu pour commencer, on va dire, à poser les meubles, pour commencer à vous faire connaître par notre public de ce soir. Est-ce que Grégoire, tu veux commencer ou Victor, enfin vous êtes libre. Très bien. Alors donc pour ma part, donc j'ai suivi plutôt un cursus ingénieur avec un parcours un peu
décousu. J'ai commencé par un IUT dans le bâtiment, en post-bac. Je ne savais pas vraiment quoi faire. Mon frère faisait du bâtiment, et ça me paraissait intéressant, donc je suis un peu ce filon. Ensuite, j'ai fait une école, une année de classe préparatoire pour me préparer à l'école d'ingénieur. Et ensuite, parti à Toulouse pour faire l'INSA, toujours dans le secteur du bâtiment. Voilà un peu le cursus que j'ai suivi. Et pendant en fait ce cursus à l'INSA de Toulouse, on va dire que je me rends compte finalement que ce que je suis en train d'apprendre n'est pas forcément un centre d'intérêt très, très prenant et que j'ai envie de voir autre chose. Et entre autres, je commence à faire un peu de musique sur ordinateur. Et voilà, à partir de là, euh, suite à une remise en question de mes études, je me pose de nouvelles questions sur ce que je veux faire de ma vie. Et à ce moment-là, me vient l'idée d'un produit dédié à la musique pour créer une expérience immersive dans la musique. Voilà. Je ne sais pas si on continue ou si Victor, tu te présentes un peu avant qu'on prenne la suite. Peut-être effectivement, Victor, tu es aussi rapidement te présenter à notre public. Merci Grégoire. Yes, merci Grégoire. Donc moi je suis Victor Chevalier, je suis un copain de Grégoire depuis le collège. On était ensemble. Moi j'ai un parcours plutôt d'école de commerce. Donc j'ai fait une fac d'économie et gestion à Lyon. Et ensuite j'ai intégré l'école de commerce de Dijon en spécialité marketing, vente et une dernière année en spécialité entrepreneuriat. Moi, ce qui m'a toujours passionné, c'était d'entreprendre. Donc, j'ai toujours aimé monter des projets à droite à gauche. Et ma dernière année, justement, d'école de commerce, j'étais tout seul sur un projet de fleurissement de tombes à distance. Donc, vraiment sur un projet un peu particulier qui est assez porteur sur le marché funéraire. Mais j'étais tout seul. Je m'adressais à des particuliers, ce qui est, on verra peut-être, mais je trouve une vraie caractéristique dans les projets. Et, euh, et puis le marché du funéraire est quand même pas très très fun. Donc quand j'ai recroisé un soir en 2015 mon copain Grégoire et qui m'a dit bah, moi j'ai un projet sur la musique où on va créer un outil génial pour que les gens écoutent de la musique. Je me suis dit que l'univers musical était déjà bien plus fun, que Grégoire c'était un gars bien et qu'il allait pouvoir piloter la partie technique, produit et qu'à nous deux, on s'amuserait beaucoup plus que moi tout seul. Et donc c'est pour ça que je l'ai rejoint. J'ai toujours fait des stages, petits boulots, premier boulot dans la vente. C'était une vraie obsession. Donc c'était d'aller voir un peu sur le terrain comment se former à la vente, au business. Et donc je suis allé chez Kronenbourg à vendre de la bière dans les supermarchés, faire la même chose chez Charal et pareil chez GL Events avec des stands. Voilà, le but c'était de se former, d'aller sur le terrain et de rentrer dans ces grandes boîtes qui arrivent quand même à générer beaucoup d'activités par la vente et sur des produits très simples. Donc voilà, c'est ça un peu le trigger. Et voilà après où on en est dans nos parcours avec Grégoire. Super. Et juste d'un point de vue perso, je me suis marié il y a 3 ans et j'ai une petite fille de 18 mois qui va peut-être arriver à un moment dans cette visioconférence, on l'espère pas. Mais voilà. Ça va être sympa. Ah, mais bon, après, ça peut aussi être un peu chaotique des fois, peut-être. Je sais pas. Ça arrive. Et du coup, justement, je vais revenir un peu sur ce que vous disiez de votre entreprise, effectivement, Mans. Comment elle est née, même si tu as légèrement abordé le sujet, Grégoire, l'idée de cette entreprise, qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux pour vous lancer? Donc ouais, l'idée au final est venue, on va dire, comme beaucoup d'idées, un peu par hasard. J'étais en soirée assis sur un caisson de basse, j'ai ressenti les vibrations et je trouvais que ça ressemblait à l'effet qu'on ressentait en concert live. Donc je trouvais que justement la transmission des basses fréquences de la musique de manière physique était intéressante. Donc c'est un peu ça qui a un peu amené après au reste. Et le projet, on l'a construit ensemble avec Victor
Donc, on s'est lancé, on a participé à un accélérateur Boostin Lyon, un accélérateur associatif de projets. Donc, on a étudié un peu, on prenait un peu le problème dans le mauvais sens de ce qu'on nous disait. C'est-à-dire qu'on avait une idée de produit, mais pas de marché. Donc, on a passé un peu de temps à réfléchir sur le marché avant de se lancer vraiment dans la conception du produit. Ça a pris déjà un moment à aller poser des questions à droite, à gauche. Voilà. On a finalement levé des fonds auprès de notre famille, notre réseau proche pour commencer à se lancer. Puis après cet accélérateur qui nous a permis déjà de catégoriser un peu, de voir un peu où on se situait par rapport au marché, on a commencé la conception du produit qui me concerne un peu plus. Je laisserai Victor aborder un peu la partie du marché vu que c'est son dada. Justement, quand j'ai parlé avec Victor pour préparer cette interview, il m'avait parlé de quel marché vous adressiez. Et j'avais été aussi surpris et aussi séduit, effectivement. Donc, Victor, si tu veux peut-être en dire un peu plus sur comment ça a commencé et sur l'idée que vous aviez aussi. Ouais, tout à fait. Écoute, le fauteuil conçu comme il était, on pouvait le mettre finalement dans beaucoup d'endroits, ce qui était une vraie chance, mais aussi un peu une menace parce qu'on pouvait vraiment s'éparpiller et adresser beaucoup d'endroits. Peut-être qu'on peut peut-être repréciser ce que c'était que notre produit. Donc c'était un fauteuil de détente musicale. Donc c'est un fauteuil qui est équipé de deux haut-parleurs sur les côtés et du dossier qui vibre en fonction de la musique. Donc ça, c'était le concept de base. Et ensuite, on a fait évoluer ce fauteuil en apportant dessus une petite tablette tactile qui permettait de générer du contenu et d'accompagner principalement la détente des gens. Donc les gens venaient dans notre fauteuil se poser, se reposer en écoutant des playlists qui allaient les détendre, les relaxer, les évader, tout ce qu'on peut imaginer, mais aussi on pouvait écouter des podcasts pour se former, on pouvait connecter son propre téléphone si on voulait absolument écouter son son. Et donc du coup, le marché qu'on a adressé de manière prioritaire, on va dire, c'était le marché des entreprises pour le bien-être des salariés. Donc, on a vraiment axé le produit et la communication, l'offre autour d'un angle qui était le bien-être des salariés, donc la qualité de vie au travail. Donc, il fallait que dans notre fauteuil, les gens se détendent. C'est pour ça que quand je vous l'ai décrit, j'ai vraiment pris cet angle-là. Donc ça, c'était vraiment le marché prioritaire. On avait installer le fauteuil dans des entreprises pour tester ça. Et donc, ça marchait bien. On était un moment en 2017, entre 2017 et 2000, enfin, jusqu'à maintenant, ou jusqu'à il y a un an, les entreprises cherchaient à proposer des outils pour accompagner la qualité de vie au travail. Une fois qu'on avait installé un baby-foot et éventuellement une salle de sieste, on était un peu les employeurs étaient un peu confrontés à qu'est-ce que je peux proposer. Et donc, on avait un très bon accueil dans les entreprises. Il fallait réussir à adapter l'offre, le prix et ce que les entreprises voulaient bien installer. Mais en termes de besoins, il y avait un vrai besoin qui était là dans les entreprises. Donc ça, c'était vraiment notre marché prioritaire. Et ensuite, comme on pouvait l'installer vraiment partout, on a aussi adressé un petit peu l'hôtellerie, les espaces. On avait imaginé dans les hôtels, les aéroports, les gares, tous les lieux où on a un peu de temps à tuer malgré nous. Et du coup, on est content de trouver un endroit où se poser et profiter d'un moment musical. Et finalement, un autre marché, c'était celui de l'événementiel, où on installait le fauteuil comme animation sur les stands, sur les congrès. Et donc finalement, ce fauteuil qui était très orienté musique était pas spécialement sur le marché de la musique. On n'était pas dans les concerts, on n'était pas, on n'était pas dans le marché de la musique. On apportait la musique dans d'autres marchés. Et donc, c'était en effet, on a mis beaucoup de temps à comprendre ça. Et même sur le développement de produits, c'est jamais simple de rester focus sur le besoin du marché et non pas le besoin du produit ou les caractéristiques musicales. D'accord. Donc tout ça, effectivement, c'était
des signaux que j'imagine ça vous donnait aussi une certaine euphorie au début. C'était très encourageant aussi de penser à quelque chose qui était aussi une mission de bien-être salarial ou dans d'autres espaces. Et du coup, pour vous, en tant qu'associé, vous êtes copains, vous êtes amis, vous vous êtes connus très jeunes. Enfin, à un moment, qu'est-ce que ça voulait dire pour vous deux au niveau personnel? En quoi, pour vous, au début, c'était vraiment quelque chose de, enfin, j'imagine, d'extrêmement satisfaisant de bosser ensemble sur un projet qui vous tenait à cœur tous les deux? Comment vous avez vécu ce début de l'aventure, on va dire? C'était cool de pouvoir bosser ensemble. Après, dès le début, justement, il y a quand même un enjeu, c'est qu'on est amis à côté, donc c'est dommage de tuer cette amitié à travers un projet et des tensions qui peuvent en ressortir. Donc on a quand même bien pris le temps à travers un pacte d'associés, faisant aussi un peu des études par rapport à nos valeurs respectives, là où on se positionnait et qu'est-ce qui était important pour nous, pour qu'on puisse justement bien comprendre l'autre et apprendre à bien travailler ensemble. Donc ça, je pense qu'on a plutôt bien réussi à faire ça. On a mis une bonne communication en place. Peu importe, j'ai envie de dire, toutes les embûches et les difficultés qu'on a pu rencontrer dans le projet, on n'a jamais eu de tension dépassant juste le niveau de stress qu'on était en train de subir à ce moment-là. C'est génial. D'accord, et je crois que le fait que après on soit là tous les deux côte à côte à parler, c'est exactement ça, et c'est vraiment c'était important de réussir à garder ce lien, et, voilà, on a tout de suite dit il faut pas que le projet prenne la main là-dessus. Ok, donc en fait, vous êtes en train de dire à tous les deux que entre guillemets, vous avez préparé les terrains pour tout savoir parce que vous saviez que de toute manière, l'entreprise allait connaître rien que ne serait-ce que des difficultés des projets pour se trouver, pour se chercher en allant sur le terrain. Et que du coup, ça a été bien de mettre un cadre en place pour que ça reste, on va dire, confiné, même si c'est un mot qui cette année a été même employé, à l'espace du travail et de l'entrepreneuriat et que ça ne dépasse pas dans l'espace perso. Ouais, exactement. On a vraiment passé un questionnaire. On a été accompagné, alors ce qui est dommage, c'est que la boîte le fait plus, mais un questionnaire où vraiment on s'est posé les questions de nos valeurs, et on est venu challenger nos valeurs sur des reventes, sur la notoriété, sur le fait de vendre à telle ou telle personne, tel ou tel groupe. Enfin, ça a été une vraie question de fond sur faire les choses, les faire correctement, et ça veut dire quoi correctement pour l'un et pour l'autre, quoi. Donc on a creusé le sujet. Ouais. D'accord, bah, ça c'est super. Et la partie un peu plus succès, le fait d'être intégré dans Boosting Lyon, de lever effectivement des fonds, est-ce que ça a été particulier pour vous, vu que vous avez aussi cette connaissance personnelle? Enfin, C'est surtout que ça a rendu les choses très concrètes. À un moment, la société était créée, on avait de l'argent, il fallait y aller, quoi. Voilà qu'on s'est rendu compte qu'on savait pas trop par quel bout le prendre. Surtout sur la conception du produit, quand on a une idée en tête, quand on fait un prototype, c'est bien beau, on arrive à tester, etc. Après, quand on commence à se dire, bon, ben voilà, quel produit on crée, c'est là que les emmerdes commencent, j'ai envie de dire. Enfin, en tout cas, c'est que le parcours du combattant commence. En gros, c'était l'idée venait de moi et je me sentais de créer le produit. J'avais juste aucune expérience de l'industrie. Je venais du monde du bâtiment, en sortie de diplôme, sans expérience d'entreprise. Donc, il a fallu tout apprendre sur le tas. Voilà. Donc, on a réussi en fait à mener de front en fait l'aspect marché, commercialisation et prospection en parallèle d'une conception d'un produit qui n'existait pas encore. Donc, c'était un peu entre les deux, savoir ce qu'on pouvait présenter et savoir ce qu'on pouvait réellement faire tester, etc. On a rencontré quelques embûches en chemin,
des choses qui arrivent, hein, fournisseurs qui n'étaient pas le bon partenaire, faut trouver un autre fournisseur, des fournisseurs qui font faillite, des éléments comme ça. Mais petit à petit, on arrive quand même à prendre de l'expérience et à affiner un peu les compétences. Voilà. Petit à petit, on a quand même réussi à sortir un produit qui, je pense, était de qualité. En revenant par exemple aux valeurs dont on parlait tout à l'heure, pour moi, les valeurs qui étaient importantes, c'était l'éthique de conception du produit, avec une volonté de faire en France avec des partenaires français le plus possible en matériaux biosourcés, etc., en visant un produit vraiment de qualité. C'est aussi ça qui nous a emmené en fait vers une commercialisation sous la forme d'un service où on louait le fauteuil plutôt que de le vendre d'un coup, parce que ça faisait du coup, avec toutes ces contraintes, forcément on arrivait à un produit assez coûteux. Et puis notre manque d'expérience, forcément on n'a pas des tarifs industriels négociés directement, donc il faut faire avec et faire avec. Du coup, c'était sur le modèle de commercialisation qu'on a joué. Ok. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, peut-être Victor, à ça? Sinon, je vais vous demander la prochaine question. Ouais, non, il était en charge du produit, donc c'est non, c'est exactement ça. C'est non, je crois qu'on peut dire qu'on est très fiers de notre produit final et que ça a été long, ça a été trop long, mais que derrière on est quand même fiers de ce qu'on a fait et du produit, et c'est finalement ce qui nous rend triste aujourd'hui, c'est que ça soit pas repris et que du coup on ait fait ça pour pas beaucoup de fauteuils. Donc, mais aujourd'hui, ouais, on est très fiers du produit qu'on a sorti, et c'est toujours un arbitrage à faire entre le faire en France avec des produits qui sont beaux, qui sont responsables, et du coup forcément avec de l'inertie de temps, d'argent, donc c'est jamais simple de tenir la barre, mais voilà, aujourd'hui on est malgré tout fiers du produit qu'on avait. Ouais. Ok, ça c'est déjà effectivement super, une belle réussite pour vous deux, je pense. Et ensuite, tous les deux, dans la préparation, effectivement, vous m'avez parlé de 2 gros événements qui se sont passés dans la vie de l'entreprise, dans vos vies à vous professionnelles. Le premier événement, c'est quelque chose que, comme beaucoup d'entreprises, ça s'est passé pour pas mal d'entreprises incubées, ça s'est passé en 2019 dans les locaux du Bel Air Camp, et qui a été un incendie. Et ce moment-là, effectivement, Mans a perdu ses locaux, si j'ai bien compris, et l'activité a été carrément fortement impactée, celle de Mans comme celle d'autres entreprises qui étaient hébergées là. À ce moment-là, qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce qui s'est passé, si on peut dire, dans ces premières situations graves d'échec qui a mis un peu en danger les projets? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Victor, peut-être tu veux prendre la parole. Ouais, donc en effet, en octobre 2019, un mardi matin, à 6h30 du matin, on reçoit un petit message en disant venez pas au bureau parce qu'en fait c'est en train enfin, dans les locaux dans lesquels on était, parce que c'est en train de brûler. Donc déjà petit coup de chaud, on regarde sur les sources d'informations qu'on a, et on voit une vidéo de vraiment notre partie du bureau, parce que c'était un grand hangar qui faisait plus de 10 000 mètres carrés. Il y avait une 50aine d'entreprises, et le départ de l'incendie visuellement vraiment part de chez nous. Donc là, on prend un deuxième coup de chaud en disant que nous déjà c'est foutu, et après on se dit, est-ce que c'est quand même pas nous qui avons foutu le feu à tout le monde là? Donc on essaie de réfléchir, on appelle notre assureur, on se rend compte qu'on n'est pas bien assuré du tout, que c'est un vrai problème pour la suite, on verra. Heureusement qu'on ne craint pas grand chose au niveau juridique, même si c'est nous qui avons mis le feu et donc en l'occurrence, je vous spoil la fin, ce n'est pas de chez nous que ça part, mais on a quelques heures où on croit que c'est ça, et c'est moralement très difficile. Une fois que l'événement est passé, il faut réussir à avancer. Je crois que parce qu'on est quand même tous les deux avec Grégoire on est des optimistes, voilà, on avance quoi. Donc
Parce que globalement, on a perdu du coup les bureaux, le stock. On avait pas mal de stock à ce moment-là en fabrication, parce que c'était un moment où la fabrication était chez nous. On avait décidé de commencer à industrialiser un peu plus le fauteuil, donc d'externaliser une partie de la production, mais c'était pas encore effectif. Donc on avait des outillages, un petit peu de machines, de quoi assembler les fauteuils, et on avait du coup, sur les 25 fauteuils d'une pré-série qu'on avait lancée, il y en avait 14 qui étaient dans les bureaux, plus ou moins avancés dans l'étape de fabrication, mais voilà, les 14, donc c'est plus la moitié. Là-dessus, on se rend compte que du coup, sur ces, et la grosse masse d'assurance, elle est vraiment portée sur ces 14 fauteuils-là, parce que c'est les locaux en eux-mêmes étaient ce qu'ils étaient, le mobilier qui était dedans était pas très important, les machines non plus. Ce qui était important, c'était le stock, l'argent qu'on avait mis dans la création de ces fauteuils-là, qu'on n'allait pas pouvoir récupérer par la location ou par la vente. Et donc, du coup, une assurance va prendre en charge. Pardon? Pardon, Grégoire. Vas-y, Grégoire, si tu veux prendre la relais, effectivement. Moi, je voulais donner mon ressenti où, en fait, ce que j'ai ressenti, c'est je me suis vraiment senti con de ne pas avoir terminé la démarche d'assurer le local. Typiquement, c'est là où, en fait, ça nous a fait le plus mal. On avait entamé une démarche pour assurer les locaux. Ça faisait partie d'une pile. La pile est restée sur le bureau a cramé. Donc, concrètement, on a vraiment une perte sèche équivalente à plus de 60 000 euros de stock, quoi. Et donc là, forcément, ça fait mal en se disant qu'on va pas pouvoir le récupérer par les assurances. Donc là, c'est quand même un coup dur. Et ce qui nous a un peu. Donc là où on a consacré le revers de la médaille, au final, n'a pas été une perte sèche d'argent, mais ça a été de consacrer énormément d'énergie, discuter avec la région pour créer un dossier d'aide d'entreprises en difficulté, qu'on a réussi à aboutir à force d'un certain nombre d'allers-retours et vraiment de beaucoup de temps. Donc en fait, c'est tout ce temps passé, c'est tout du temps qu'on perdait à côté sur ce qu'on devait avancer par rapport à l'industrialisation du produit qui était en cours. Bien sûr. Voilà. Mais à ce moment-là, effectivement, bah, c'est très clair, effectivement, ton témoignage. C'est super clair. Et du coup, effectivement, vous avez eu cet événement-là et ces premiers rebonds qui a été aussi un moment j'imagine, difficile à passer, mais en même temps avec une aide de la région et en même temps, je pense, entre vous deux, vous vous êtes bien soutenus. Et ensuite, le deuxième événement, ça, on l'a vécu un peu plus tous, on va dire, au niveau global, mais qui pour vous a joué beaucoup, c'est effectivement la partie Covid qui a effectivement changé complètement et peut-être à jamais les marchés du travail en entreprise. Beaucoup de salariés sont passés en mode télétravail. Aujourd'hui, on est en digital et du coup, c'est aussi un effet de la pandémie. Et après quelques mois, du coup, maintenant, vous avez décidé de liquider la société. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus aussi de cette partie-là? Comment ça s'est passé cette période-là pour vous aussi? Du coup, en fait, en le remettant dans le contexte, on sort justement de cet épisode d'incendie où on a passé beaucoup d'énergie à essayer de se relever de ça en se disant, bon, on lâche pas le morceau, on y va, on continue. On se relance sur l'industrialisation du produit. Le produit est prêt vraiment à 2 doigts à être commercialisé. On a vraiment plus beaucoup d'argent sur le compte. On arrive en fin d'industrialisation, on est au bout des 3 ans d'une entreprise. Enfin bref, c'est un peu le passage charnière. On veut se lancer, on veut faire notre lancement commercial donc du produit sur un gros salon, le salon du Workspace à Paris. Et c'est dans ce contexte-là, donc avec plus beaucoup d'argent sur le compte et donc un moment crucial à passer, que donc et que le Covid fait tous les dégâts qu'il a fait après. Donc en fait, on avait vraiment plus de coussins en dessous pour tenir longtemps. Donc, il a fallu vraiment couper directement tous les frais, mettre tout le monde en chômage technique, faire on a fait ce qu'on a pu, mais enfin, bon, à un moment, il n'y a plus d'argent sur le compte, donc il faut arrêter les frais, quoi. Ouais, le Covid, là où il a vraiment fait du mal, c'est en effet, on avait
pas de matelas de sauvegarde. Donc voilà, il fallait tenir avec pas d'aide, quoi. Enfin, en tout cas, pas d'aide de notre part. C'est-à-dire qu'on n'arrivait pas. Bref, on n'avait pas de marge de manœuvre, quoi. Et là où ça a vraiment fait du mal, c'est que ça a touché notre marché, quoi, notre marché prioritaire qui, comme vous le disiez, était le marché des entreprises pour le bien-être des salariés. Évidemment que les entreprises sont toujours conscientes des problématiques de qualité de vie au travail, mais d'installer un fauteuil unique dans lequel les gens viennent se relayer pour se détendre, bah, c'était plus du tout le sujet, quoi. Et ce qui était vraiment 18 mois plus tôt un vrai critère de marché et une bonne réponse, là aujourd'hui on était face à un vrai problème structurel lié au marché. Et donc en mars, on apprend que le confinement, nos salons, etc., tous nos événements s'annulent, on arrive à tenir jusqu'à l'été en se disant si ça repart en septembre, peut-être que, et en essayant pendant ce temps-là de trouver d'autres marchés. Donc on allait voir les seuls qui tournaient, donc les cliniques, les hôpitaux, les maisons de retraite, en essayant de créer un peu d'activité, mais en fait adresser un marché reste, on se l'improvise pas en 2-3 mois, quoi. C'est donc on a eu du mal à adresser ce marché-là. Et quand on a vu pendant l'été, au mois d'août, que le salon qui était le salon Workspace de l'aménagement de l'espace en entreprise, qui avait lieu du coup en mars, comme vous l'avez compris, a été décalé au mois de septembre. Et quand on a su en mois d'août que ça n'aurait pas lieu au mois de septembre, plus que le marché en lui-même, c'était, plus que le salon en lui-même, c'était le marché en fait qui n'allait pas reprendre de 2020, quoi. Et donc du coup, et là on a vraiment fait le constat qu'on ne pouvait pas tenir 2020. On n'a pas pu faire de PGE, de prêt garanti par l'État. On a essayé de faire les aides qu'on pouvait, mais au bout d'un moment, on s'est rendu à l'évidence que le marché reviendra un jour, on ne sait pas quand, et encore aujourd'hui, c'est pas le cas, quoi. Donc, on est encore tous, le télétravail reste la règle. Et dans les clients, ceux qui étaient nos clients ou nos prospects, qui sont vraiment les grosses entreprises, parce qu'il faut quand même avoir les moyens pour acheter un fauteuil et louer un fauteuil comme le nôtre, c'est ceux qui respectent le plus la règle et qui du coup mettent vraiment tout le monde en télétravail. Et que du coup là, on avait EDF en client par exemple, chez EDF ils sont toujours pas rentrés chez eux, quoi. Donc ils sont toujours pas retournés au bureau plutôt. Donc voilà, c'est le marché en lui-même qui s'est écroulé avec le Covid, quoi. Ouais, ok. Et du coup, effectivement, ça on le voit tous. Maintenant, j'ai encore 2 questions pour vous. Effectivement, la première, c'est si c'était à refaire tout ça, qu'est-ce que vous changeriez et qu'on puisse les changer? C'est-à-dire, on ne peut pas changer finalement le Covid. Et qu'est-ce que vous en avez appris effectivement de cette aventure? Et la deuxième après, c'est vous êtes toujours là, vous avez envie de partager, vous êtes toujours amis, vous avez dit un peu plus, un peu avant, vous en avez parlé d'un peu de votre secret pour rester dans de bons termes, pour rester amis, mais je voudrais effectivement en reparler maintenant. Ok, alors déjà par rapport à si jamais on devait reprendre l'histoire, eh ben, c'est marrant parce que là je me dis si je reprenais l'histoire maintenant, on ne sauverait pas en 3 ans mais en 2 ou en 1 an, parce que là j'ai donc ça je peux pas le changer, c'est toute une partie d'apprentissage qui est venue en chemin. Là où je changerais peut-être, je changerais même sûrement, c'est prendre plus, faire plus attention à nos coûts de production, faire peut-être plus de concessions tout en restant en accord avec mes valeurs, mais vraiment d'essayer de le rendre. Ce qui nous a bloqué à un moment quand même, et souvent, c'est notre prix qualitatif, etc. Donc c'est vraiment plus lui donner un peu plus de poids dans la conception. J'ai peut-être un peu suivi mes envies et moins la raison sur la conception d'un produit que je qualitatif et pour vivre l'expérience idéale. Si je devais le reprendre maintenant, je pense que je ferais peut-être un peu plus de concessions là-dessus. D'accord. Ce que j'ai appris, concevoir un produit industriel, voir comment l'industrie fonctionne, et c'était juste pour moi une formation monumentale de débrouille et au début de bricolage, puis après de se rendre compte, comment rendre les choses possibles
au départ, en effet, c'est beaucoup du bricolage. Et puis après, c'est avec ce que tu as réalisé, d'aller réussir à convaincre des industriels de t'accompagner dans ce projet-là. Là, on a rencontré des partenaires qui nous ont vraiment aidés. Et c'est là où je les remercie d'ailleurs pour tout leur accompagnement. Nous, on a beaucoup appris à travers notre partenariat avec eux. Du coup, on a conçu un produit industriel vraiment en partenariat avec eux, en leur posant toutes les questions au fur et à mesure par rapport à leurs outils industriels. Donc, c'est tout des notions que je n'avais pas au départ et que maintenant j'ai sur la conception du produit et comment ça se passe. Okay. Et puis, à côté de ça, il y a aussi toute l'expérience humaine avec, on a eu des stagiaires, des salariés, des alternants et toute cette émulation de groupe avec, en quelque sorte, nous deux qui animions la vie. Je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant et formateur. Enrichissant, j'imagine. Ouais. Je laisse peut-être donner la parole à Victor. Après, je vois que l'heure tourne, donc je vous laisse après vous parler peut-être rapidement de 60 000 rebonds parce que je sais que vous en faites partie. Et ensuite, je prends au moins une question que j'ai prévue sur le chat. Donc, Victor, si tu veux me donner en deux mots ton ressenti aussi et qu'est-ce que tu changerais effectivement? Écoute, ce que je changerais, c'est pas grand-chose en vrai. On a appris énormément, donc déjà il n'y a pas de regret. Oui, on avait un positionnement qui était ce qu'il était, donc qui était assez premium. Ça correspondait à une partie du marché. En effet, pour se lancer, c'est plus facile d'avoir quelque chose de plus facile de plus financièrement accessible. Donc en effet, ça aurait été un plus d'avoir un produit moins cher au début, ou en tout cas de le décomposer par étapes et d'en faire un mieux avec le temps. C'est vrai. Okay. Vraiment, je suis assez d'accord avec Grégoire sur ce qu'on a appris, c'est à se débrouiller et en effet à créer une équipe. Et je trouve que c'est vraiment on était assez alignés là-dessus et c'était assez chouette. Le but, c'était de créer de l'emploi, quoi. Donc ça aussi, c'était sans doute une erreur parce on était sans doute surstaffé à un moment de tempête, mais c'était aussi ça qui était chouette, quoi. C'était un projet qui était collectif et donc c'est pas un regret, quoi. C'est en effet un paramètre un moment d'être surstaffé, quoi. Mais donc j'en ferais pas forcément, mais en même temps c'était ça qui était cool aussi, quoi. 60 000 rebonds peut-être. Voilà, ouais, on va dire deux mots sur 60 000 rebonds. C'est une super asso, en vrai. Donc 60 000 rebonds, c'est ceux qui accompagnent les entrepreneurs qui ont déposé le bilan. Nous, on a déposé le bilan au mois d'octobre, puis un an jour pour jour après l'incendie. Donc on est allé au tribunal, on s'est retrouvé à remettre les clés de notre société. Et après, en fait, on se sent un tout petit peu seul parce que d'un coup, on n'a pas tellement d'activité, hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Il y avait un liquidateur. On n'avait pas un projet qui était très stratégique pour le liquidateur, donc qui s'en est pas beaucoup occupé. Et voilà, c'est pas très grave, mais c'était comme ça. Et donc, du coup, du jour un peu au lendemain, il faut retrouver un peu un sens, il faut retrouver une activité. Et du coup, se questionner et accepter de prendre le temps et accepter de rencontrer des gens et de faire tout ça. C'est 60 000 rebonds alors moi m'a permis de faire ça. Je ne vais pas parler à la place de Grégoire. Donc non, vraiment une super organisation avec un accompagnement par un coach qui fait 6 ou 7 séances individuelles avec l'entrepreneur en rebond et un parrain qui est là un peu plus comme confident et qui vient nous challenger un peu sur en l'occurrence ma recherche d'emploi et qui vient me demander voilà, où est-ce que j'en suis, comment je me présente, qui je pourrais rencontrer, comment je pourrais avancer. Et donc non, c'est vraiment bien. Et après, il y a des temps collectifs où on vient échanger un peu tous ensemble comme une grande famille. Et non, c'est vraiment, ça fait du bien. Super. Grégoire, je te laisse un deux mots. Après, je rappellerai Eric sur scène parce que je vois qu'il est 19h14 et à 19h30, on va tous être éjectés de la plateforme. Donc, je voudrais laisser du temps pour le networking. Ouais. 60 000 rebonds, c'est vrai que moi, je connais bien. J'ai ma famille qui travaille dedans.
J'ai mis un peu plus de temps que Victor à y aller. J'ai envie de dire un peu ce fait, puis j'avais envie de prendre un peu de temps aussi pour moi. Et du coup, je me suis inscrit quand même, mais pas à Lyon parce que je déménage, je m'installe en Ardèche. Donc j'ai fait dans la Drôme, j'ai découvert un nouveau réseau qui me permet justement de m'intégrer dans justement un nouveau réseau que ça permet de faciliter vachement l'installation. Et non, ouais, l'accompagnement, il est top. On a une coach, on peut échanger donc vraiment sur nos vies respectives, etc. Ça permet vraiment d'avoir un regard extérieur et puis une bienveillance qui est agréable dans ces moments-là. Super. Voilà, Ok. D'accord, c'est super. Moi, je vous remercie déjà tous les deux pour ce témoignage. Il est riche. Effectivement, je vois Eric qui revient sur scène. Je les laisse prendre peut-être les questions ou introduire aussi la prochaine partie. Merci encore. Ouais, merci à tous. On est un peu à la bourre, 15 minutes de retard. Il y a deux petites questions là, qui étaient dans le chat. Si vous y répondez en 30 secondes chacun, 20 secondes, allez. Qui prend la question de Gérard? Est-ce que vous avez déposé un brevet et est-ce que vous pourriez redémarrer demain? Il y a un brevet qui a été déposé pour la société sur une technologie spécifique, pas sur l'ensemble du fauteuil. On a protégé le fauteuil comme il fallait, mais pas à travers un brevet global. Par contre, tout ça appartient à l'entreprise, donc ne nous appartient pas du tout. En termes de liquidation, maintenant, nous n'avons plus le droit du tout d'être en lien avec notre produit. C'est le principe. C'est le principe. Et est-ce que votre bon, il est ensemble? Non, moi je suis parti m'installer en Ardèche. Mon rebond se passe, je me reconnecte avec mon domaine d'études initiales, mais via une voie parallèle où je me lance dans l'éco-construction et entre autres à travers un projet d'autoconstruction de ma maison. Voilà. Ok. Ok. Est-ce que. Vas-y, Victor, dis-nous pour toi. Yes, pardon. Et moi, je suis salarié d'une entreprise où on fait une petite conteuse de livres pour les enfants qui s'appelle Bookinou. D'accord. Ok, super. Super. Écoutez, je vais vous remercier pour votre témoignage. Moi, j'ai appris plein de trucs, donc c'était chouette. Il sera sur la chaîne YouTube de la Felcon dès qu'on aura fait le montage. Donc voilà, ça permettra aux personnes qui n'ont pas pu assister aujourd'hui d'en savoir un peu plus a posteriori. Et puis donc qu'est-ce qui se passe maintenant? Je vous invite, je vais couper la diffusion du live, donc les spectateurs verront plus rien. Mais on va tous aller ensemble sur la partie réseautage. Dès que j'ai coupé la diffusion, la partie réseautage qui est donc à gauche de votre écran. Et quand vous allez sur la partie réseautage, alors c'est une plateforme qui est moitié en anglais, moitié en français, tout n'est pas traduit. Vous verrez un Ready to Meet Someone, un gros bouton Join. Vous faites Join et vous allez être mis en couple, en tout bien tout honneur, pour une durée de 3 minutes. Et ensuite, vous revenez dans le lot des networkers et vous rencontrez quelqu'un de nouveau. Voilà, donc merci à tous encore une fois et à tout de suite sur la partie network si le hasard fait que je vous rencontre dans quelques secondes. À tout de suite, merci à tous. Merci.